Bonjour à tous. Après avoir parlé d'Elon Musk et de sa politique spatiale, j'ai décidé de revenir sur l'un de ses collègues de travail, si on peut dire, puisqu'il vient du même milieu et avec les mêmes objectifs. On va revenir sur le vol de dimanche dernier de Virgin Galactic, et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il est bien différent de ce que vous pensez. Vous le savez, j'aime briser les rêves des gens qui croient un petit peu trop à leur délire. Après avoir critiqué le concordisme, la politique spatiale d'Elon Musk, ou bien les ultra-optimistes qui pensent qu'on ira plus vite que la lumière en 2028, je me dois de revenir sur un événement qui a fait polémique et qui suscite les mêmes réactions que les autres. Mais avant, un minimum de contexte s'impose. En 2004, le milliardaire et homme d'affaires Richard Branson, patron du groupe Virgin, qui détient des chaînes d'hôtels, des radios, des compagnies aériennes, des trains, etc., décide de créer une nouvelle filiale appelée Virgin Galactic. L'objectif est clair et simple, organiser des vols suborbitaux pour les touristes fortunés. En somme, du tourisme spatial haut de gamme. C'est ce qu'on appelle un vol suborbital. C'est une trajectoire balistique par un vaisseau mais qui n'est pas suffisamment puissant pour faire une orbite complète autour de la Terre. La trajectoire décrit une parabole et le vaisseau ou la capsule en question redescend ensuite sur Terre. Virgin Galactic n'est pas la seule entreprise à vouloir emmener des fortunés faire un petit tour dans l'espace. Il y a aussi Blue Origin, son concurrent direct, et dirigé par Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde. D'autres entreprises veulent s'y atteler, mais celles que je viens de vous dire, Blue Origin et Virgin Galactic, sont les deux plus connues. Qui de Bezos ou de Branson réussira à gagner la course au tourisme spatial ? Le suspense est insoutenable. Ce qu'on sait, c'est qu'à terme, Virgin Galactic souhaite organiser des dizaines, voire peut-être même des centaines de vols touristiques chaque année. En février 2016, l'entreprise présente son coucou dernier cri, le VSS Unity, destiné à envoyer des touristes dans l'espace à partir des années 2020. L'engin a déjà réalisé 22 vols, dont 4 tests avec des passagers. Un en décembre 2018, un en février 2019, un autre en mai 2021, et le quatrième dimanche dernier. Il y a toujours 2 pilotes à chaque vol, et le premier et troisième vol se sont faits avec des pilotes mais sans passagers. En revanche, le deuxième vol s'est fait avec une passagère, Beth Moses, que l'on retrouve également avec Richard Branson dans le 4e vol, ainsi que 2 autres passagers supplémentaires. 11 juillet 2021, 8h40, heure américaine. L'avion porteur décolle depuis la base de Spaceport America au Nouveau-Mexique. 9h26, à 15 km d'altitude, le vaisseau se détache de l'avion porteur et met les pleins gaz pour commencer sa trajectoire balistique. Et en décrivant cette parabole, au bout d'un moment, l'équipage profite de 3 belles minutes en impesanteur. Et ce, à une altitude maximale de 86,1 km. 9h33, l'équipage est à son pic d'altitude et commence à redescendre vers la Terre. 9h40, le vaisseau atterrit à nouveau sur la base de Spaceport America après d'un peu plus d'1 heure de vol. Cette mission est une franche réussite et le monde entier les applaudisse pour cet exploit, y compris Jeff Bezos et Elon Musk, ses concurrents directs en termes de tourisme spatial. Bon, faut dire qu'ils sont potes et ils font partie du même club de milliardaires. En plus, ils font des photos ensemble avant son décollage. Et pendant que tout le monde applaudit, moi, je n'applaudis pas. Parce que chieur comme je suis, je crois que je vais à nouveau briser le rêve des gens. Oui, je sais, c'est un changement d'ambiance un petit peu brusque, mais bon, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Le vol de Virgin Galactic est au même titre que le saut de Felix Baumgartner ou d'un millionnaire lambda qui décide de monter son projet d'hôtel spatial. C'est un événement commercial qui est survendu par les médias. Sur les chaînes d'information en continu, qu'elles soient françaises ou américaines, sur les réseaux sociaux, on ne parlait quasiment que de ça. Bon, je suis mauvaise langue, on parlait un petit peu des supporters qui faisaient les cons à Wembley, mais ça c'est un autre débat. Je n'ai pas de problème moral à ce qu'un sujet comme celui-ci soit particulièrement médiatisé. Mais connaissant la nature sensationnaliste de certains médias, il était évident que des fausses informations allaient circuler. Et ça, je ne suis pas d'accord. Il est donc temps de rétablir la vérité sur certaines choses, parce que j'entends tout et n'importe quoi sur le sujet. Alors là, c'est la petite parenthèse où on va rigoler. Le vol de Branson est-il une mission spatiale ? Non. Question suivante. Le vol de Branson est-il scientifique ? Non. Question suivante. Le vol de Branson est-il une mission spatiale ? Non. J'ai déjà répondu à cette question. Ah, faut que je développe ? Non, mais ils vont pas être contents, hein. Ah, ils vont s'énerver, hein. Attention, hein. Je vais recevoir les mêmes commentaires qu'avant, hein. Non, on est à tes risques et périls. On est la même personne, oui, ça je sais, mais bon. Donc, non, le vol de Branson n'est pas
une mission spatiale. Il est absurde de vouloir le comparer au Crew Dragon de SpaceX ou bien au lancement de Soyuz, car ce sont des lanceurs qui décollent à la verticale et qui emmènent avec eux des capsules ou des modules qui sont en orbite. Le VSS Unity n'a pas pour but d'être en orbite, c'est tout le principe d'un vol suborbital. Prenez ça un petit peu comme les paraboles d'un avion 0G, sauf qu'au lieu de durer 20 secondes, ça dure 3 minutes. Et puis c'est un peu plus haut, et un peu plus cher aussi. D'ailleurs, en parlant d'altitude, le VSS Unity n'a pas dépassé les 90 km sur ses 4 vols avec des pilotes et des passagers. Ils ne sont donc pas allés dans l'espace. Quoi ? Branson dit qu'ils sont allés dans l'espace ? Bah non, ils sont allés à 90 km, c'est... De quoi ? Les milliardaires Branson et Bezos se disputent pour savoir quelle est la limite de l'espace. Non mais c'est un canular, c'est pas possible. Oui, on a 2 chefs d'entreprise qui se battent pour savoir qui a raison sur la limite de l'espace. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Que l'on soit bien clair, la limite géopolitique et administrative entre ce qu'on appelle les couloirs aériens, basiquement, et l'espace, c'est la ligne de Kármán à 100 km d'altitude. Et c'est une délimitation immatérielle qui fait consensus au sein même de la communauté scientifique internationale. Branson et Virgin Galactic, par la même occasion, parce que c'est son entreprise, expliquent que pour eux, la limite de l'espace est à 80 km d'altitude. Ce qui est plutôt malin puisque ça leur permet de dire que tous leurs vols se sont déroulés dans l'espace. Mais tu crois que ça va rendre service à qui tes conneries ? Bien que des scientifiques américains convergent avec cette idée, ils sont tout seuls à la défendre. Comprenez bien qu'il n'y a pas vraiment de limite physique entre l'espace et l'atmosphère. Parce que l'atmosphère, ça s'étend au-delà de l'orbite de la Lune, comme je l'avais expliqué dans un autre épisode. Seulement, au bout d'un moment, la pression est tellement faible qu'elle ne fait plus contraste avec le vide spatial. Cependant, la limite administrative et géopolitique pour les agences spatiales, c'est la ligne immatérielle de Kármán à 100 km d'altitude. Une entreprise privée n'a pas à décider quelle est la limite de l'espace juste parce que ça l'arrange. Et si Jeff Bezos n'est pas d'accord avec Branson, c'est uniquement parce que ça l'arrange lui également. Mais si Bezos était le premier à faire un vol test et pas Branson, il dirait l'inverse, et Branson ne serait pas d'accord. Où est vraiment la science dans tout ça ? Je ne sais pas. La science ? Elle n'est pas là. Deuxièmement, non, le vol de Branson n'est pas de l'exploration spatiale. Ce terme est utilisé pour décrire les missions des agences spatiales à explorer des sols extraterrestres ou des expériences en orbite terrestre. Les objectifs à long terme sont scientifiques et non économiques. Alors qu'un vol suborbital par une entreprise privée, c'est du domaine du transport spatial, et plus précisément une branche de ce transport, le tourisme spatial. Et parfois, tout ce qui relève du transport spatial n'est pas forcément du tourisme. Par exemple, des cargos de ravitaillement envoyés vers la Station spatiale internationale, c'est du transport spatial, mais ce n'est pas du tourisme. Un milliardaire qui veut faire des vols suborbitaux pour fortuner, c'est du tourisme, mais ce n'est pas et ne sera jamais de l'exploration scientifique. Ce que je veux dire par là, c'est que bien évidemment, il faut une équipe scientifique très précise pour réaliser ce genre de truc. Ah oui, on parle quand même de vols suborbitaux et d'impesanteur. Mais l'objectif à long terme n'est pas de faire de la science, comme Jeff Bezos, comme Elon Musk. Lorsque l'on a des quotas financiers à respecter, on peut pas mettre ça sur l'autel de la science au même titre que les missions des agences spatiales. Troisièmement, il y a la controverse sur la démocratisation des tickets pour ce genre de tourisme. À terme, les gens pensent que Virgin Galactic pourra baisser drastiquement ses prix et permettre à quasi tout le monde de pouvoir faire un vol suborbital. Sauf que c'est faux, la fabrication d'engins spatiaux n'a jamais baissé et ne baissera jamais. Et si on est une entreprise qui veut rentabiliser, il faut que les prix restent très élevés. Aller dans l'espace, ça coûte très cher et ça coûtera toujours très cher quoi qu'il arrive. Que ce soit le vol de Branson aujourd'hui ou bien les premiers touristes dans les navettes américaines ou la station Mir ou la station spatiale internationale entre les années 80 et 2000, le coût et le prix restent les mêmes. Nous ne sommes pas dans la même situation que les productions sérialisées dans l'industrie automobile par exemple. Des centaines de millions de personnes peuvent conduire et aujourd'hui la voiture c'est devenu un objet du quotidien. Mais les gens qui sont allés dans l'espace, dans l'histoire de l'humanité, ils sont moins de 600. Le secteur du tourisme spatial est quasi exclusivement accessible à un public de niche. Un groupe de fortunés qui peuvent aisément se payer un billet de 200 000 $. Et pour 99% de la population, il va falloir économiser pendant des années pour pouvoir se payer un ticket pareil. Mais le point qui me gêne le plus, c'est la manière dont le public l'a reçu. Beaucoup, y compris Branson lui-même, ont affirmé que c'était inspirant pour la jeune génération et que son entreprise allait aider à concrétiser les rêves des enfants. Trop sympa. Mais si on y regarde à deux fois, on se rend compte que ce n'est qu'un coup de publicité pour un milliardaire
qui crée son propre marché. Vous avez beaucoup plus de chances d'inspirer les jeunes en devenant astronaute après avoir fait des études scientifiques, mathématiques ou en étant pilote, qu'un milliardaire qui vend du rêve pour un truc inaccessible. Soyons honnêtes 2 secondes, la grande majorité d'entre nous n'ira jamais dans l'espace de son vivant. C'est triste, mais c'est comme ça. Et les médias télévisés ou les réseaux sociaux ne veulent plus aller dans ce sens, ou dans le sens des agences spatiales. Les gens ont le droit d'aimer Richard Branson en apesanteur, mais dire que ça c'est aussi important scientifiquement que les missions expéditions de l'ISS ou bien une sonde aux confins du système solaire, c'est littéralement faux. Les secteurs privés sont en train d'invisibiliser les agences spatiales. Vous avez des pilotes surentraînés depuis des années, prêts à partir dans l'ISS 3 fois par an, dans le but de faire avancer la science en orbite basse. Tout le monde s'en fiche. Et au pire, certains diront que c'est payé par les contribuables et que c'est honteux. Par contre, un bourgeois milliardaire fan de Bitcoin, qui ne paye pas ses impôts et qui réalise un vol suborbital pas du tout scientifique et même pas dans l'espace, dans l'unique but d'augmenter le capital de son entreprise, il y a tout le monde qui rapplique et qui dit que c'est génial. Et après on a droit à 4 heures d'édition spéciale BFM pour dire à quel point Branson est un génie philanthrope. Sans parler des grandes instances journalistiques qui ne sont même pas capables d'aller faire une petite recherche sur Wikipédia avant de marquer des choses fausses dans le titre même de leur article. Je trouve cela assez triste de voir le grand public délaisser la science et les agences spatiales au profit d'autopromo d'une minorité ultra riche qui a pour seul but de voir leur entreprise prospérer sans jamais faire de la science. Les vols scientifiques vers l'ISS ne sont relayés que si c'est la Crew Dragon de SpaceX ou s'il y a un astronaute français à l'intérieur. Sans Thomas Pesquet, beaucoup de gens ne sauraient même pas encore aujourd'hui qu'il y a une station spatiale internationale qui orbite autour de la Terre. Mais en parallèle, ils sont prêts à gober toutes les fausses promesses d'Elon Musk et de son petit cercle d'ultralibéraux, le tout relayé par des articles qui arrivent à faire des erreurs niveau collège. Bref, vous l'aurez compris, je ne porte pas ce vol dans mon cœur. Et comme l'a fait remarquer Vincent de la chaîne Stardust, il est pratiquement impossible de s'opposer à l'opinion dominante sans se faire accuser de jalousie ou d'être un rageux. Faire un vol suborbital ou même aller dans l'espace, évidemment que c'est cool et que j'aimerais bien le faire. Mais la manière dont c'est présenté, dont c'est relayé, et la manière dont on partage de fausses informations, ça, je ne suis pas d'accord. Donc en attendant le premier vol de Jeff Bezos, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager mes vidéos si elles vous plaisent, à mettre un petit pouce bleu et surtout à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines notifications. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures cosmiques. À la prochaine. La science! La science? Non, c'est toujours pas là.